Est-ce un tournant dans la doctrine du gouvernement sur le maintien de l'ordre après la mort du livreur Cédric Chouviat pendant son interpellation par des policiers, puis la diffusion sur plusieurs réseaux sociaux d'un certain nombre d'incidents? Eh bien, on a l'impression que le discours de l'exécutif a changé. Christophe Castaner hier et aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe infléchissent leur discours, rappellent le principe de déontologie des policiers tout en répétant que ces hommes se faisaient aussi insulter pendant des heures, cracher dessus et lancer des pavés. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi afficher cette prise de conscience aujourd'hui? Quelles nouvelles mesures peuvent voir le jour pour appliquer ce qui est prévu dans le code des déontologies des policiers, la proportionnalité et la maîtrise de la réponse policière? Pour tout comprendre et vous faire votre opinion, dans ce GPS de l'info, on reçoit Ivan Trippenbach. Merci, vous êtes journaliste à l'Opinion. C'était la une de l'Opinion aujourd'hui. Thierry Clerc, vous êtes syndicaliste, délégué syndical UNSA Police. Driss Saïd Youssef, spécialiste des questions de sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci. Et maître Vincent Brangart, vous êtes un des avocats de la famille de Cédric Chouviat, qui a été reçu cet après-midi, qui a été reçu ce matin par le ministre Christophe Castaner. D'abord, on va écouter Christophe Castaner, c'était hier, et puis Emmanuel Macron aujourd'hui, et on sent quand même une évolution dans leur discours. Je le dis à chacune de mes visites auprès des policiers et des gendarmes, et je le répéterai aussi longtemps qu'il le faudra. S'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. Chaque interpellation, chaque opération, chaque journée est sensible quand on est policier. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Voilà, allusion à des policiers qui ont fait un croche-pied à une manifestante. Emmanuel Macron aujourd'hui, à Pau. J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Ivan Trippenbach, est-ce que vous trouvez qu'il y a un tournant là, qu'il y a, après une année de gilets jaunes dans laquelle il y a un certain nombre de personnes qui ont dénoncé des violences policières et où en même temps les policiers ont été victimes de violences également, le discours du gouvernement a changé? Oui, absolument. C'est indéniablement un tournant. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron tient ce type de discours, qu'il rappelle les forces de l'ordre à leur déontologie. Je rappelle par exemple qu'il s'est exprimé sur la question des violences policières en mars 2019, où il avait dit « les violences policières n'existent pas, le terme même est inacceptable dans un état de droit ». La dernière fois, c'était à l'été 2019, en août, où là, il y avait une forme de petite inflexion également, mais il disait également que les violences qui avaient été commises éventuellement par des forces de l'ordre, n'était pas irréparable. Donc c'était au moins, à minima, une grande prudence de la part du chef de l'État pour défendre les forces de l'ordre. Là, il a une parole beaucoup plus claire, qui en rappelle d'autres. Je pense notamment au quinquennat précédent, à Bernard Cazeneuve, qui s'était exprimé en rappelant également les policiers à la déontologie, lorsqu'il y avait eu des débordements lors des manifestations contre la loi travail. Donc ce n'est pas inédit, mais sous ce quinquennat, en effet, Emmanuel Macron n'a jamais eu de parole aussi ferme. Driss Saïd Youssef, pourquoi? Comment expliquez-vous ça? C'est d'une portée plus générale. C'est-à-dire que si on se souvient effectivement au mois d'août dernier, lorsqu'effectivement il avait la presse devant lui, et qu'à ce moment-là, ça visait uniquement sur des opérations de maintien de l'ordre, d'où la commande à son ministre de l'Intérieur de revoir le schéma national du maintien de l'ordre qui était en cours d'élaboration par le ministère de l'Intérieur. On voit bien que dans sa prise de position, c'est une prise de position qui vise d'une manière générale la relation entre police, gendarmerie et la population, consécutivement aussi à une interpellation qui s'est soldée justement par un décès. Et donc, il y a nécessité de revoir le rappel à la déontologie. Il ne s'applique pas uniquement lorsqu'on est dans des opérations de maintien de l'ordre, au quotidien entre la police et la population. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les dispositions qui figurent dans le Code de sécurité intérieure, on est sur effectivement l'emploi de la force, la protection des personnes privées de liberté, protection, respect, l'usage de la force, et ça s'applique au quotidien. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'inflexion, mais dans le même temps, qui est une position
politique, si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer chez les policiers aujourd'hui, on emploie des termes qui, c'est vrai, sont des termes politiques, sans pour autant comprendre véritablement le choc, le traumatisme qui traverse aujourd'hui la police et la gendarmerie. On va y revenir évidemment avec vous, mais Maître Vincent Brangart, vous avez été donc à ce rendez-vous, Christophe Castaner et la famille Chouviat. Donc ce livreur qui a été, pendant son interpellation, qui a eu une crise cardiaque et donc est décédé, c'est évidemment devant la justice. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le ministre de l'Intérieur avait changé et que ça avait peut-être joué un rôle dans l'évolution des positions aujourd'hui? Il y a une évolution dans la parole gouvernementale, non seulement celle de Christophe Castaner et celle qui a été exprimée aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais ça ne reste pour l'instant que de simples discours. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mesures concrètes qui ont été annoncées. Alors c'est vrai que d'un point de vue de communication, c'est presque un tête-à-queue, parce qu'on passe du déni des violences policières à un rappel à l'ordre, à un rappel à la déontologie des policiers. Mais pour l'heure, tous ces rappels ne sont pas accompagnés de mesures concrètes, ne serait-ce que provisoires, face à ce que nous voyons depuis plusieurs semaines, et notamment dans l'usage abusif de certaines armes intermédiaires, je pense notamment au LBD et à la grenade IDF-4, mais on y reviendra. Et également, s'agissant spécifiquement du cas de monsieur Chouviat, avec une technique de plaquage ventral à laquelle il aurait dû être mis un terme dès aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il est acquis que c'est une technique qui peut entraîner le décès. Alors là, on voit des images qui sont d'un tir de LBD quasiment à bout portant. Donc c'était jeudi dernier au cours de la manifestation à Paris. Et donc de toute façon, il y a un certain nombre d'informations judiciaires qui ont commencé à être ouvertes. Et ça, c'est aussi intéressant, vous me disiez, pour violence volontaire. Tout à fait. C'est aussi une démarche un peu différente de la part de personnes dépositaires de l'ordre. Alors, on va écouter des syndicalistes policiers, bien sûr. On va écouter aussi, peut-être d'abord, le père de Vincent Chouviat, de Cédric Chouviat, pardon, qui, après le rendez-vous, a expliqué de quelle façon il voulait convaincre le ministre et qu'il n'y était pas parvenu complètement. Moi, j'y ai dit que je lui demandais solennellement, d'enlever la prise ventrale et puis l'étouffement par le bras. Voilà, ce qui a provoqué sûrement la fracture du larynx. Voilà, donc c'est quelque chose de très concret, de très technique. Thierry Clerc, quand vous entendez cela, alors on va revenir sur les rappels à l'ordre, entre guillemets, de l'exécutif, mais juste sur ces méthodes et cette technique de maîtrise d'un suspect éventuel. Est-ce que ce serait pas normal qu'on progresse là-dessus et que peut-être on se passe de ces méthodes? Juste avant, je voudrais quand même rappeler que les policiers sont des hommes et des femmes qui exercent leur mission de service public et que tous les policiers sont attristés dès lors qu'il y a des blessures, lorsqu'il y a des personnes qui décèdent, que ce soit des auteurs ou des victimes. Je vous rappellerai quand même aussi que nous avons appris hier le décès de l'un de nos collègues, Franck Labois, qui est décédé malheureusement dans le cadre de l'exercice d'une de ses fonctions. Ses collègues qui travaillent avec lui sont traumatisés par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la violence des chocs, de l'impact, par rapport aux blessures véritablement graves qu'ils ont subies. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un métier difficile. La distribution des bons, des mauvais points, je veux dire, ça aussi, ça participe au malaise des policiers. Parce que pendant la période des Gilets jaunes, on en est quand même à 60 samedis, il faut pas l'oublier. Les policiers ont toujours été présents, ont toujours été rappelés, ils ont toujours assuré leur mission, en tout cas, dans le cadre du maintien de l'ordre, des maintiens de l'ordre compliqués, difficiles à exercer. Avec des pavés reçus, avec des crachats, avec des situations horribles, très dures. Et surtout avec des jets de projectiles très dangereux, avec de nombreux collègues qui ont été blessés. On ne va pas compter les points ce soir, ce n'est pas l'objectif. Mais par rapport à ça, il faut quand même regarder les choses aussi en face. Il y a une institution, on est quand même l'institution la plus contrôlée chez nous. À l'intérieur, dans nos services, il y a l'IGPN, qui n'est pas connu pour faire des cadeaux aux fonctionnaires de police. L'inspection générale de la police nationale, qui peut être saisie soit en termes disciplinaire administratif, soit en termes judiciaires, et qui, en tout cas, exerce ses fonctions sans accommodement et en tout cas, véritablement, je dirais, de façon totale. Et à partir de là, nos collègues qui sont impliqués, qui peuvent avoir certains qui peuvent avoir commis des fautes. En fait, c'est ce que vous dites là, qu'ils ont craqué. En tout cas, qui peuvent avoir... je veux dire, la résilience a ses limites. Et c'est vrai que quand vous êtes rappelé systématiquement, quand vous faites l'objet de jets de projectiles, quand vous recevez des coups à maintes et maintes reprises, c'est vrai qu'il peut y avoir des manquements qui peuvent se passer. Je veux dire, voilà. Sauf que lorsqu'il y a des manquements, et on l'a vu en l'occurrence, vous l'avez montré sur les images, le fonctionnaire d'ailleurs avait un numéro, ce qu'on appelle le numéro RIO, il a été
forcément identifié, il y a une enquête qui est ouverte. Donc je veux dire, il n'y a pas de passe-droit pour les policiers. Donc distribuer les bons et les mauvais points pour dire soyez maintenant attention, faites attention, je veux dire, on ne va pas infantiliser le système. Alors Les on va policiers revenir sont sur le quand même côté des rappel gens, à des l'ordre et adultes votre réaction de syndicalisme, mais on écoute un de vos collègues d'Alliance ce soir. Cette escalade de violence, voilà, ça c'est une réalité. Et les policiers, ils sont à bout. Ils sont à bout parce que sur les manifestations, maintenant, les gens viennent au contact. Hein, on vient nous filmer à 3 cm, on nous crache, on nous insulte. Donc ça, c'est la réalité du métier de policier aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est qu'on filme. Et du coup, on va voir aussi quelques exemples. Le croche-pied, la femme qui veut ramasser son téléphone et qui est tabassée. Voilà, ça c'est la grande différence. Ah oui, bien sûr, c'est une nouveauté. Alors, elle existait déjà dans les années précédentes, mais la masse de vidéos et leur diffusion font que, effectivement, le moindre acte qui croche-pied d'un policier à Toulouse, 900 000 vues sur Twitter. De la force est très visible et à la disposition de chacun. Certaines vidéos ont fait plus de 3 millions de vues. Il faut bien s'imaginer ce que c'est, 3 millions de visionnages. Donc là, on a tous les éléments face à nous. Par exemple, le gouvernement avait l'habitude de dire sur de précédentes affaires, je pense notamment à la mort de Zineb Redouane, de dire que... C'était une femme qui était à sa fenêtre à Marseille pendant une manifestation de Gilets jaunes et qui a reçu une grenade lacrymogène et qui en est décédée quelques temps après. Une enquête est en cours, mais ce qu'on entendait dans les équipes de Christophe Castaner, c'était qu'il n'y avait pas eu de contact direct, que le tir n'était sans doute pas intentionnel, etc. Donc sans aller sur le fond, il y avait ces éléments qui permettaient à l'exécutif, en quelque sorte, de s'abriter derrière les enquêtes, les investigations en cours. Pour Steve Maya Canisso, le jeune homme qui est mort à Nantes lors d'une opération de police au soir de la fête de la musique, également, c'était les mêmes arguments. Il n'y a pas eu de contact direct prouvé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est très compliqué de se prononcer d'un point de vue politique. Là, les vidéos sont à la disposition de tous. On voit des contacts directs. Voilà, c'est ça. Ça, c'est celle du tir du LBD, là où il y a eu 3,5 millions de vues sur Twitter. Hein. Donc, c'était la semaine dernière à Paris. Bon, cette évolution, vous la voyez. En même temps, vous comprenez, vous entendez. Ce sont des hommes et des femmes qui sont aussi à bout, qui sont aussi qui font leur métier, mais dont le métier, c'est pas non plus de subir en permanence des attaques, c'est de protéger, c'est de protéger l'ordre donc c'est aussi une difficulté très importante. Bien sûr. Alors simplement pour en revenir sur les vidéos, je pense que les vidéos aussi participent de la fin de l'impunité de comportements qui jusqu'à présent étaient difficiles à documenter, étaient difficiles à démontrer, et aussi parce que structurellement, systématiquement ou presque dans les affaires de violence policière, la parole des policiers l'emporte presque sur la parole des victimes. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans l'affaire de M. Chouviat. C'est que la parole, au départ, notamment celle de la préfecture, n'était absolument pas celle qui est désormais adoptée ou qui sera adoptée compte tenu des images qu'on a pu révéler. Maintenant, en réaction à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je ne mésestime pas le travail qui est accompli par les policiers. Je ne mésestime pas les difficultés qu'ils rencontrent, notamment dans le cadre de conflits sociaux d'une rare brutalité, aussi en raison de la responsabilité du pouvoir exécutif qui n'agit pas. Mais simplement, il y a un principe qui doit s'imposer, c'est celui de la réciprocité. On ne peut pas tolérer aujourd'hui que vous ayez par exemple des gilets jaunes qui soient condamnés moyennant les règles de la comparution immédiate et que pour les policiers, ce soit des classements sans suite ordonnés après une enquête de l'IGPN qui est sous la direction du ministère de l'Intérieur, ou alors qu'on se retrouve face à des informations judiciaires qui sont extrêmement longues, avec en plus des qualifications qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Par exemple, pour M. Chouviat, on est pour l'instant sur une qualification d'homicide involontaire, alors même que les agissements, à l'évidence, étaient volontaires. Il y a deux questions. La première, effectivement, sur les enquêtes qui sont en cours. C'est vrai que lorsque on appréhende un individu qui est un casseur en flagrant délit dans une boutique avec des vêtements sur lui, on est dans le cadre de la flagrance et c'est une affaire qui est en état d'être jugée. Lorsqu'effectivement, vous avez pour le coup un policier qui tire et qu'on a du mal à identifier, là pour le coup, il faut une information judiciaire qui est confiée à un juge, c'est vrai, indépendant et qui va lui mener des investigations à la condition éventuellement qu'on identifie l'auteur des faits et qu'il soit traduit le cas échéant. Je rappelle que l'IGPN
l'IGPN ne prononce pas de sanctions, ce n'est pas son rôle. Elle propose au ministre de l'Intérieur, le ministre de tutelle, une sanction administrative lorsqu'elle n'est pas lorsqu'elle n'instruit pas effectivement une autre affaire, une affaire judiciaire. Je voudrais ensuite rappeler un autre élément qui me semble être important, parce qu'au-delà des déclarations, c'est vrai qu'ils sont des déclarations politiques. La situation aujourd'hui des policiers, il faut bien la connaître. Une dangerosité assez extraordinaire. On l'a vu, le mouvement des Gilets jaunes qui a conduit aussi à quelques centaines, voire milliers de policiers être blessés dans l'exercice de leurs fonctions. On est aussi sur une surexposition aujourd'hui des policiers qui sont régulièrement sollicités et donc avec toujours le risque de ce discernement d'une certaine manière, donc la non-prise de recul. Et puis deux éléments dont finalement on parle très peu mais qui ont une incidence, c'est la formation des policiers. Aujourd'hui, on a considérablement raccourci la formation des policiers. On est passé de 18 mois, puis 12 mois. Et aujourd'hui, 9 mois et demi. Donc c'est une des raisons. C'est une des raisons. Alors même qu'on demande aujourd'hui aux policiers de manipuler par exemple des armes de force intermédiaires, le lanceur de balles de défense, la GLFI F4, etc. Et aussi des techniques d'interpellation. Et donc avec un laps de temps qui se raccourcit de plus en plus, avec des budgets qui sont, c'est vrai, extrêmement rétrécis, c'est extrêmement difficile. L'autre, c'est évidemment l'encadrement aujourd'hui des policiers qui sont de plus en plus jeunes sur le terrain et qui sont peu ou mal encadrés. Donc évidemment, on peut avoir des discours politiques tendant à rappeler à un certain nombre de policiers et aux gendarmes le respect du code de déontologie, c'est une bonne chose, mais on a quand même quelquefois des choix, j'ai envie de dire, d'orientation budgétaire aux politiques qui sont, c'est vrai, discutables compte tenu des situations de la police et de la gendarmerie. Donc en gros, c'est le gouvernement qui doit s'interroger sur les moyens qu'il met sur les maintiens de l'ordre. Mais d'une part, mais également, bien sûr, mais également le fait de rappeler systématiquement. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la police, finalement, n'a aucun contrôle. Et finalement, c'est un peu open bar et qu'on fait un peu ce qu'on veut. Je veux dire, chaque fois qu'il y a des visionnages effectivement de vidéos sur les réseaux sociaux. Dès le lendemain, vous avez déjà l'ensemble des fonctionnaires qui ont participé au dispositif dans la rue, qui sont auditionnés, qui sont convoqués. Ça se passe comme ça dans les services. Il ne faut pas croire qu'effectivement, vous avez des images qui sont visionnées et que rien ne se passe, que les fonctionnaires, le lendemain, reprennent leur service comme si de rien n'était. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Donc c'est vrai que le rappel qui a été fait autant par le président de la République aujourd'hui, finalement, je dirais, quelque part, c'est méconnaître l'institution en interne. Parce que les policiers... Vous êtes en colère, vous êtes blessé, vous sentez touché par ça? Parce que c'est vrai que systématiquement, rappeler des choses qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes quand même l'institution. Les policiers sont les fonctionnaires les plus sanctionnés de la fonction publique. On est vraiment, excusez-moi l'expression, mais suivis à la culotte. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe pour toutes sortes d'interventions. Vous avez le marquage des véhicules, vous avez le marquage avec le matricule aérien, vous avez des marquages après avec les GPS par rapport aux missions, on sait à quel moment, qui se trouve à quel endroit, qui fait quoi, etc. Et la mission du policier, elle est à la fois faire de la prévention, de l'assistance, de la dissuasion, mais aussi de la répression. Et là, par rapport à ces images, on ne se penche que sur l'aspect de la répression. Sauf que la mission de nos policiers, il faut quand même savoir qu'en France, vous avez une mission de police toutes les 6 à 7 secondes à peu près. C'est énorme. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé l'émission, il y a eu énormément de missions de police qui sont passées et qui se sont bien passées, qui ont été très bien traitées. Donc, focaliser, d'autant plus que les images uniquement, je dirais aujourd'hui, excusez-moi, mais les images sont quand même à charge parce qu'on n'a pas d'image, effectivement, où les policiers, par contre, se retrouvent... Voilà. Se retrouvent isolés, se retrouvent caillassés comme c'était le cas notamment devant la gare de Lyon. Voilà, là on a des images, regardez, voilà, on a aussi des images de violence contre les policiers. Regardez, c'est pour ça qu'on a sélectionné également des images de violence contre les policiers. C'est très important puisque on le dit et on l'a dit aussi pendant les mouvements des Gilets jaunes. On le voit là. C'est vrai que bon, ça c'est une réalité. Vous le reconnaîtrez vous aussi. Moi, je voudrais comprendre pourquoi ce tournant, pourquoi cette déclaration, effectivement, ces déclarations politique, effectivement. Alors à la fois parce qu'il y a la succession d'images et que bon, il y a... Mais pourquoi elles arrivent maintenant? Alors il y a une pression de l'opinion publique qui est très forte, qui n'était pas aussi forte auparavant, tout simplement parce qu'on revient à la normale en quelque sorte. La crise de l'ordre public consécutive aux Gilets jaunes s'est terminée. On n'est plus dans un cadre de maintien de l'ordre dur comme on a connu. Finalement, on a des affaires très graves qui se déroulent dans la vie quotidienne. Un contrôle routier, c'est tout à fait banal. Chacun peut se projeter dans ce type de situation. Peu importe ce que monsieur Chouviat avait pu faire, enfin, ce n'est pas la question. C'est inacceptable. Donc, la violence policière ou illégitime rejaillit dans plusieurs situations, y compris en raison d'un climat de tension sociale et d'exaspération des policiers qu'ils ont connu pendant 15 mois. Mais je voulais revenir sur cette espèce d'affrontement entre les images
de violences des manifestants et les violences de policiers qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Pendant 15 mois, on a été dans une logique de face à face, dans les discours politiques très fortes. À la violence des manifestants, le gouvernement posait la difficulté des policiers parfois à résister à l'envie de répliquer. Et donc des erreurs individuelles qui en découlaient. C'est très délétère ce type de discours. Il est tout à fait compréhensible de connaître le contexte, d'avoir toutes les vidéos et l'ensemble des éléments qui pèsent sur les forces de l'ordre, mais on ne peut pas mettre sur le même plan une police républicaine qui est dotée d'armes, certes non létales, mais qui est armée, et des citoyens qui manifestent ou qui vivent leur vie tranquillement. Donc c'est quand même très compliqué de mettre systématiquement C'était de la politique face à de face. répondre en fait politiquement aussi aux accusations sur les violences policières. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, lui il dit ça fait longtemps que j'en parlais. Depuis le début, nous avons protesté. Quand un corps qui exerce l'autorité de l'État et la violence légitime se livre à de tels débordements, c'est que la situation échappe à ceux qui le commandent. On a tellement fermé les yeux que beaucoup se sont sentis en quelque sorte encouragés et vont entendre les paroles du président de la République et de ses exécutants comme une manière de se défausser, vous allez voir, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils avaient compris qu'il fallait qu'ils fassent mal, qu'ils frappent fort. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, il traitait les policiers de barbares. Donc, quelque part, il aurait mieux fait d'être exemplaire quand même lorsque les policiers sont intervenus dans le cadre de l'exécution d'une mission, certes, qui le concernait. Donc, je veux dire, les leçons de morale de la part de Jean-Luc Mélenchon, non. Je suis désolé. On ne peut pas l'accepter. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, concrètement, comme mesure nouvelle? Parce que le président, il a demandé des propositions de Christophe Castaner. Concrètement, c'est qu'il y a un moratoire. Alors déjà... sur cette question du plaquage ventral, je crois que c'est une technique qui aujourd'hui, encore une fois, entraîne des décès par asphyxie. Notamment, moi je rebondis tout de même à ce qui a été dit sur le fait que les policiers seraient le corps le plus sanctionné de France. Vous prenez le cas spécifiquement de monsieur Chouviat. Vous avez aujourd'hui des policiers, et encore une fois, moi je suis contre la logique de bouc émissaire, une simple constatation objective, qui ont factuellement tué une personne en asphyxion. Après, l'information judiciaire déterminera si c'était des violences involontaires, si c'était ou des violences volontaires. Là, le juge d'instruction fera son travail. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires qui sont toujours en exercice, sans pour autant qu'on en connaisse les raisons. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres professions dans lesquelles vous aurez toujours des fonctionnaires en exercice? C'est véritablement une question objective qui peut se poser. Est-ce que vous connaissez l'état moral des policiers? C'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de volonté d'ailleurs, il n'y a pas eu de prise de parole de leur part. Pour l'instant, on a eu simplement celle du ministre, mais il n'y a eu strictement aucune démarche au moment où je vous parle de la part de ces policiers. Et encore une fois, je ne voudrais pas rentrer sur cette affaire, effectivement, dans le cadre où on est sur l'ouverture d'une information. Bien sûr. Mais dans tout ce genre de situations qui sont vécues par nos collègues, je peux vous dire que chaque fois, on n'est pas des tueurs, on n'est pas là pour blesser, pour casser. Le policier, quand il n'intervient pas de son fait, de son plaisir, comme un manifestant, Black Bloc vient pour casser ou pour effectivement tamponner du flic. C'est pas du tout le même cas de figure. Le policier, lui, il vient. Ce n'est pas ce que nous disons. Bien sûr. Mais je tiens quand même à remettre les choses à leur niveau aussi, parce que le policier, il exerce une fonction. On le rappelle quelquefois, et souvent d'ailleurs, le samedi par rapport à des manifestations, on le rappelle en semaine par rapport à des missions de police, par rapport à des perquisitions, par rapport à toutes sortes d'affaires du quotidien. Le policier répond toujours présent, à toute heure et à tout moment. Dire que lorsqu'il y a est-ce que toutes les personnes qui effectivement sont à l'origine d'homicides, à l'origine éventuelle ou pas, parce que les choses le diront. Là aujourd'hui, on est incapable de le dire. Mais est-ce que toutes ces personnes-là sont placées en détention, sont placées au coin, au pilori? Non. Je veux dire, donc simplement, nous, ce qu'on dit, c'est que les policiers ne vont pas passer au travers d'une enquête judiciaire, d'une enquête administrative, que les choses vont se faire, que la vérité sortira de toute façon, comme c'était le cas sur nombre d'autres affaires. Et que, quelles mesures peuvent émerger de cette crise, enfin de cette... Moi, mon sens, ce sont des mesures qui sont structurelles. Il ne s'agit pas de dire il faut rétablir le code de déontologie, que chacun l'apprenne par cœur et l'applique au quotidien. Je pense que ça ne marche pas comme ça. À mon sens, il faut qu'à un moment donné, il y ait un moratoire, parce qu'il y a des recrutements de policiers. Aujourd'hui, quand on regarde le budget de la police nationale, 90% du budget de la police nationale, c'est la masse salariale. Vous avez uniquement 10% en fonctionnement et en investissement. Le fonctionnement, ce sont effectivement la formation, les véhicules, et l'investissement, ce sont ces commissariats totalement délabrés, dans lesquels les policiers accueillent
de manière désastreuse nos concitoyens. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait, y compris en termes de management, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises de sorte à ce que les policiers sur le terrain soient mieux encadrés. Se sentent mieux et puissent mieux exercer leur fonction. Exactement, puissent mieux encadrer et puissent aussi faire preuve de discernement et de recul de sorte à ne pas interpeller un individu et à être trois sur un individu qui a un casque allongé sur le ventre. Et ça, je pense que quelquefois, ça peut relever, c'est vrai, du bon sens, mais pas toujours lorsqu'effectivement les policiers sont inexpérimentés. Donc la question, il ne s'agit pas de dire on va rappeler un code de déontologie, mais de dire comment on a une vraie réflexion au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour que cette police et cette gendarmerie, comme ils le font au quotidien, soient une police au service de la population, parce que c'est un service public de la sécurité et je ne connais pas un policier et un gendarme qui rentre soit à la gendarmerie ou à la police nationale pour tuer des innocents. Aucun. Bien sûr. Yvan Treppenman. Oui, de même que les procédures et les moyens sont protecteurs des policiers dans leur mission pour qu'ils puissent bien l'accomplir, les rappels à l'ordre ou les rappels à la déontologie des autorités politiques sont aussi quelque part protectrices de l'institution. Parce que quand il y a un dérapage ou un acte isolé d'un policier ou les vidéos qu'on a vues qui rejaillissent sur l'ensemble de la profession, c'est aussi néfaste pour... Enfin, je crois que vous ne contredirez pas que... Pardon, c'est aussi néfaste pour l'ensemble des policiers. Donc ça protège à la fois l'institution et puis les policiers qui sont impliqués dans des violences qui soit n'ont pas fait sciemment ou ont craqué parce qu'effectivement ils sont humains. Donc ces discours politiques ne sont pas des discours dirigés contre la police et je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête. C'était une façon où vous dites finalement de les protéger en disant il y a des comportements individuels, il ne faut pas faire. Bien sûr, et de retisser le lien avec la population d'une certaine manière. Et attention, la police reste responsable, mais seulement il y a quelques brebis égarées, quelques moutons noirs et il faut que les responsabilités soient établies. Il y a des réflexions structurelles indéniablement à avoir, notamment sur la formation des policiers, sur l'usage qui est fait des armes intermédiaires, parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur le LBD, vous avez aujourd'hui lanceur de balles de défense, une formation d'une journée pour une arme qui peut être mutilante. Mais simplement ce que nous disons, il n'y a pas de volonté belliqueuse de la part des avocats de la défense dans ce dossier. C'est simplement que les policiers n'ont pas à être des vaches sacrées, judiciairement parlant. Et lorsque vous comparez simplement un instant les chiffres des violences policières face au renvoi devant le tribunal correctionnel de policiers qui seraient fautifs, vous vous rendez compte que ce chiffre est complètement dérisoire par rapport au nombre de gilets jaunes qui ont été condamnés et jugés. Le mot de la fin. Écoutez, moi je dirais que les policiers n'ont pas à être les lampistes du désordre social ou les lampistes de la société, du mal-être dans notre société aujourd'hui. Les policiers, tout le monde le reconnaît ici sur le plateau, travaillent dans des conditions très difficiles, avec des moyens qui ne sont pas adéquats. Certes, une formation continue que nous réclamons syndicalement depuis des années. Et je veux dire, voilà, avec des moyens qui soient vraiment ceux d'une police moderne, où on ait des policiers, effectivement, qui puissent travailler dans des conditions décentes et recevoir également le public et les victimes dans ces mêmes conditions. Donc, on rappelle à la déontologie, sur ce plateau, on a renvoyé aux politiques leurs responsabilités. Merci beaucoup à tous les quatre. Dans un instant, avec Alain Duhamel.